Ah, je suis content que vous ayez cliqué sur cette vidéo car j'ai pour vous 4 threads d'horreur à vous raconter aujourd'hui. La première, c'est tout simplement le type d'histoire que j'adore et vous m'en direz des nouvelles. Bref, sur ce, on démarre tout de suite. Et du coup, celle-ci me fait vraiment plaisir car on va partir sur un cinéma en plein air. Et pour le coup, j'aimerais trop en faire un avec mon petit garçon un soir, ça doit juste être trop kiffant. Et donc pour cette histoire, direction les USA avec Ethan et Josh. C'est deux amis de lycée qui sont amis depuis peu et qui s'entendent à merveille. Clairement, ils ont les mêmes centres d'intérêt, ils font du skate ensemble dès qu'ils peuvent et c'est donc le début d'une belle histoire d'amitié qui va durer longtemps. Et encore plus avec ce qui va se produire très prochainement pour eux. Un soir, Ethan et Josh décident de se rendre à un événement pas très loin d'où ils habitent. C'est une petite ville près de Seattle dans lequel ils vont se rendre. Cet événement, c'est donc un cinéma drive-in. Alors je pense qu'on dit ça comme ça. Et ça ressemble vraiment à ce qu'on a pu voir dans des films. Un grand écran géant, un grand parking où tout le monde peut se garer. Et derrière le parking, ou tout autour, c'est des stands de hot dogs, de popcorn et de boissons en tout genre. Et ce que nous dit Ethan et Josh, c'est qu'ils sont passionnés de films d'horreur. Et ça tombe bien, car ce soir, c'est un film d'horreur qui va passer sur l'écran géant. A priori, ils vont voir un film assez connu, mais malheureusement, ils en ont pas parlé dans leur thread. Bref, nos deux amis arrivent en voiture dans ce cinéma en plein air vers 21 h du soir. Et clairement, c'est l'éclat total. Ethan et Josh plaisantent plusieurs minutes dans la voiture jusqu'à ce que les projecteurs s'éteignent et que le film démarre. Atmosphère mortelle pour nos deux amis et l'ambiance est vraiment top. Le film est trop bien, sauf que Josh, eh bien, il y a une envie assez pressante, si vous voyez ce que je veux dire. Clairement, ça urge, il est temps pour Josh de louper une partie du film pour se rendre aux toilettes. Il descend alors de la voiture et go direction les toilettes pendant que Ethan, lui, reste au volant de sa voiture en ne loupant bien sûr aucune miette du film. Quelques minutes plus tard, alors qu'Ethan est dans son film, il est surpris d'entendre la porte arrière s'ouvrir. Ethan explique qu'il tombe nez à nez dans sa voiture avec Josh, déguisé justement en méchant du film. Et Ethan explique qu'à ce moment-là du film, c'était tellement angoissant que le simple fait d'entendre quelqu'un rentrer à l'arrière de sa voiture, qui plus est avec le déguisement du méchant, l'a fait sursauter. Il sursaute donc et dit à Josh ce qui lui a fait très peur, mais que franchement, il a bien réussi sa blague, il a flippé grave. Ethan est donc persuadé que Josh a mimé d'aller aux toilettes, mais qu'en fait, il avait prévu depuis le début de le surprendre dans la voiture avec un déguisement si bien réalisé. Josh, avec son déguisement, s'installe du coup en plein milieu de la banquette arrière et sans rien dire, va regarder le film. Ethan se retourne donc de nouveau vers l'écran et se dit que ce moment est trop chouette, vraiment, il pouvait pas rêver meilleure soirée. Le film continue donc et l'ambiance devient pesante. Ethan explique qu'ils sont à une partie de l'histoire qui fait bien flipper et ça il le ressent clairement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus, pour avoir des frissons. Après ça, Ethan demande à Josh s'il aime bien le film et s'il passe une bonne soirée. Josh, toujours avec son déguisement d'horreur, va alors approcher sa tête vers celle d'Ethan et tout simplement respirer lentement. Une réponse digne d'un film d'horreur pour le coup. Ethan rigole alors nerveusement et lui dit simplement « T'es bête, tu me fais flipper à faire ça ». Et seulement quelques secondes après, Ethan explique qu'il est de nouveau absorbé par le film quand soudain quelqu'un toque à la vitre passager. Ethan, il en peut plus de flipper de tous les côtés, mais l'attention pour Ethan va passer un step. Quand il va voir à la vitre passager son pote, Josh, en train de tenir un immense paquet de popcorn à la main. Et vous vous en doutez bien, si Ethan reste bouche bée devant Josh, c'est qu'il commence à demander si ce n'est pas Josh avec son costume d'horreur derrière lui, qui est fucking installé derrière lui sur la banquette arrière dans sa voiture. Ethan n'a pas le temps de tourner la tête pour demander qui est la personne derrière lui, il entend déjà la centralisation de sa voiture se fermer. Suite à ça, Ethan va ressentir une pression au niveau de son cou, et cette pression, c'est tout simplement la personne déguisée derrière elle qui va l'attraper par le cou et serrer très fort pour l'étouffer. Ethan est alors pris au piège et ne peut absolument pas bouger. Son premier réflexe de survie, c'est de klaxonner comme il peut, afin d'avertir un maximum de personnes autour de lui qui pourraient lui venir en aide. Sauf que petit problème, on est dans un cinéma en plein air et on est en plein milieu du film. Et c'est une partie du film assez angoissante. Ce qui fait que c'est vraiment mal vu parmi toutes les voitures aux alentours de faire autant de bruit en klaxonnant. Josh raconte qu'à ce moment-là, il y a de nombreux visages qui se tournent vers lui en criant d'arrêter et tout ce qui va avec. Sauf que Josh, il sait lui que la situation est grave et tape comme il peut sur la vitre de sa voiture pour rentrer et aider Ethan. Et là où Josh se rend compte que la situation est plus qu'urgente, c'est quand il voit qu'Ethan est vraiment en train de suffoquer. Josh se retourne en espérant que quelqu'un va venir l'aider, sauf qu'en fait, il voit quelque chose d'horrible. Il voit de nombreuses personnes qui étaient au stand, tout autour des voitures, venir à côté de la voiture d'Ethan. Et vous savez ce qu'ils font? Ces personnes-là sont simplement en train de filmer la voiture d'Ethan et Josh en pensant tout simplement qu'ils sont en train de faire un prank, une caméra cachée. Josh comprend alors qu'il va être aidé par personne d'autre et que s'il veut sauver la vie d'Ethan, il n'a plus d'autre choix que de défoncer la vitre en mettant un énorme coup de coude
dans cette vitre. Et il dit qu'il doit y mettre vraiment, mais vraiment toutes ses forces, car si ça casse pas, c'est Ethan qui va y laisser la vie. Josh s'élance et frappe de toutes ses forces avec son coude dans la vitre arrière de la voiture d'Ethan. Et par chance, elle va alors se briser, ce qui permet immédiatement à Josh de passer la main et d'ouvrir de l'intérieur la porte. Josh a alors à peine le temps de rentrer dans la voiture pour empêcher l'agresseur que celui-ci s'échappe de l'autre côté de la voiture. Josh assiste donc malheureusement à la fuite de l'agresseur qui va alors se fondre dans la foule et disparaître à tout jamais. Très vite, Josh comprend qu'au lieu de courir après l'agresseur, il doit absolument porter les premiers secours à Ethan avant qu'il ne soit trop tard. Il appelle donc une ambulance et est aidé par plusieurs personnes qui ont vu la scène et qui ont compris en voyant quelqu'un sortir déguisé de la voiture qui a en fait eu un vrai problème et que c'était pas un prank. Ethan est alors à moitié dans les vapes et peine à retrouver sa respiration. Heureusement, les secours vont très vite arriver au niveau du cinéma en plein air et il va pouvoir être pris en charge afin d'éviter tout problème. Et les secouristes ont dit à John que s'il était intervenu quelques secondes après, la vie d'Ethan aurait vraiment pu y passer. Ethan se remettra alors de son agression en compagnie des secouristes et sera accompagné par les secours au poste de police le plus proche pour porter plainte. Et ce qui me frustre, comme dans beaucoup de threads d'horreur, c'est qu'il y avait encore une fois pas de caméra pour surveiller le cinéma en plein air et qu'au final, personne, alors je dis bien personne, n'a vu le visage ou le moindre signe distinctif de l'agresseur, le laissant donc pleinement repartir en liberté. Bref, moment et soirée finalement très spéciale pour nos deux amis qui expliquent que tout ça, ça les a encore plus rapprochés et que désormais quand ils sortent, ils n'hésitent pas à prendre un spray au poivre au minimum pour se défendre. Et c'est vrai que quand on voit des fous comme ça, c'est le minimum syndical. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Et j'espère que vous l'avez aimé autant que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Bref, sur ce, on enchaîne tout de suite avec une seconde histoire. Hop, petite pause avant de lancer la seconde histoire. Comme je le fais régulièrement depuis quelques semaines, je vais vous parler une toute dernière fois du coup de ma BD qui, sauf imprévu, verra le jour en octobre 2025. C'est bientôt. Les amis, donc du coup, pour ceux qui aiment mes histoires, ceux qui aiment bien la chaîne du Joker et qui sont abonnés, ou non d'ailleurs, sachez que j'ai mis en place une cagnotte pour soutenir la création de ma BD. Et en effet, en échange d'un don, vous pouvez devenir contributeur de ma bande dessinée et voir votre nom, votre prénom inscrit dans la page remerciements. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si je fais appel au don, c'est tout simplement car je peux pas financer tout seul le dessinateur qui va travailler sur la BD. Un peu plus de 3000 € quand même. Bon, ça c'est la première raison. Maintenant, la seconde raison, c'est que j'ai envie de créer ça du coup avec vous. J'ai envie de créer ma BD et que vous soyez, que vous puissiez participer un minimum d'où vous êtes. Donc pour ceux qui veulent soutenir le projet et contribuer à ma bande dessinée, c'est en description en commentaire que ça se passe. Allez-y. Sur ce, on enchaîne vraiment maintenant avec la seconde histoire. Pour cette seconde histoire, on va parler de Sabrina, une étudiante de 19 ans qui vient à peine de terminer le lycée. Et Sabrina, dans son thread, elle se définit comme quelqu'un d'assez grande et d'assez jolie. Elle veut pas dire ça par prétention, bien au contraire, mais pour que ça aide à comprendre les éléments de l'histoire qui va arriver. Donc Sabrina nous explique aussi que c'est quelqu'un de fasciné par le monde de la mode et de la photo. Elle a donc décidé qu'en parallèle de ses études de comptabilité, de s'exercer au métier de modèle photo. Sabrina raconte qu'elle a fait du coup un book et un peu tout ce qu'il faut pour travailler avec des agences. Elle dit que ça peut lui faire un petit complément de revenus et étant donné qu'elle a comme rêve de partir 1 an en Amérique pour ses études, c'est un bon moyen de gagner de l'argent et de récolter tout ça pour son voyage. Au début, Sabrina elle indique que ça a du mal à démarrer et que très peu d'agences répondent positivement à sa demande. Jusqu'à ce qu'elle reçoit un appel un peu particulier d'une agence qui est très intéressée par son profil. Sabrina est toute contente d'avoir cet appel et a hâte d'avoir rendez-vous le lendemain avec cette même agence pour un casting shooting photo. On arrive donc au lendemain matin. Sabrina vient de finir ses cours à la fac et passe par chez elle pour se préparer. Elle veut être au top afin de plaire à l'agence et de décrocher des petits contrats par-ci par-là. Elle est donc prête et elle fonce en direction du bus et let's go vers l'agence. Il est 18h15, Sabrina est déjà devant l'agence et frappe à la porte. Je précise au cas où, on est en plein centre de Paris. Un homme ouvre la porte et fait rentrer Sabrina, donc dans ses locaux. Sauf que petit hic, il n'y a personne dans l'agence. Elle est dans des bureaux, mais personne mis à part cet homme qui l'a accueilli. L'homme va alors se présenter comme étant Arnaud, et que c'est lui qui l'a appelé suite au dossier qu'elle a déposé il y a quelques temps. Arnaud explique qu'il est passé 18h et que plus personne n'est dans les bureaux, mais c'est pas grave, ça va pas les empêcher de travailler ensemble une petite heure. Arnaud, il est vraiment très cool avec Sabrina, et lui indique tout ce qu'elle doit savoir si ils travaillent ensemble. Et jusque-là, c'est très bien pour Sabrina qui se sent en pleine confiance. Arnaud et Sabrina échangent donc longuement, et ça pendant plusieurs minutes. Le responsable de l'agence, Arnaud, indique donc à Sabrina que le temps passe vite et qu'il y est déjà passé largement 19h et que c'est le moment de passer au casting. Arnaud indique une tenue à Sabrina qu'elle doit mettre le temps qu'il installe son matériel. Et Sabrina, elle se retrouve là
avec une tenue dans les mains, mais nulle part où se changer. Elle demande donc à Arnaud où est-ce qu'il peut avoir une petite pièce pour qu'elle se change tranquillement et qu'elle puisse garder son intimité, ce qui me semble logique. Et Arnaud, il va indiquer un bureau plus loin où elle peut aller se changer. Sauf qu'Arnaud, il pointe alors en direction un des bureaux de l'agence. Sauf que, petit hic, tous les bureaux sont séparés par des vitres. Donc clairement, on voit tout. Et dans le bureau qu'a pointé Arnaud, c'est pareil. Il n'y a pas de mur, c'est que des vitres. Ce qui fait qu'elle peut pas vraiment avoir son intimité. Pour Sabrina, elle est gênée, mais elle se dit que ce sera la seule fois qu'elle sera dans ses bureaux et que les autres fois, ce sera dans des locaux plus adaptés pour les modèles. Enfin ça, c'est ce qu'elle imagine. Du coup, elle va dans le bureau, situé un peu plus loin qu'Arnaud, qui commence à installer lui son matériel. Sabrina, par réflexe, se met derrière un bureau pour éviter qu'on la voie un peu trop en sous-vêtements pendant qu'elle se change. Et alors qu'elle est dos à Arnaud, qui est un peu plus loin, elle remarque que lui, Arnaud, est en train de la regarder pendant qu'elle se change. Et ça la dérange vraiment. Du coup, elle se précipite vraiment pour vite mettre le vêtement qu'elle doit porter. Hors de question pour elle de rester en sous-vêtements très longtemps à la vue d'Arnaud. Ensuite, Sabrina se dirige vers Arnaud, qui la met à l'aise pour prendre quelques clichés plus professionnels que Sabrina a fait avec son book. Et ça rassure donc Sabrina, qui pendant 10-15 minutes enchaîne les photos. Et ça va beaucoup mieux. Arnaud va continuer à proposer d'autres tenues à Sabrina et tout se passe normalement. Sauf que vient le moment dont redouterait n'importe quelle jeune fille dans un shooting photo. Arnaud explique que sur la tenue que porte Sabrina, il y a un problème. Et ce problème, c'est malheureusement que ses sous-vêtements sont trop foncés et que ça gâche la photo. Arnaud suggère donc à Sabrina de retirer sa et son soutien-gorge. Sabrina explique qu'il est responsable d'une agence de modèles, donc il doit forcément avoir raison. Et donc elle repart vers le bureau pour faire ça un peu plus à l'écart, et puis c'est tout. Elle dit rien. Et Sabrina explique qu'elle va alors de nouveau tourner le dos à Sabrina pour enlever sa tenue et ensuite enlever son soutien-gorge notamment. Et une fois que ce sera fait, elle pourra remettre sa tenue et se sentir plus à l'aise. Et c'est à ce moment-là que Sabrina entend la voix d'Arnaud lui disant de ne pas oublier d'enlever le bas. Red flag direct. Sabrina, elle enlève donc son sous-vêtement tout en faisant bien attention à ce que rien ne dépasse. Et là, vous m'aurez compris. Sauf que c'est à ce moment précis qu'elle entend 2-3 bruits provenant de l'armoire juste en face d'elle. Elle trouve le bruit assez robotique, comme si un truc avait bougé. Sabrina regarde alors d'un peu plus près ce qui est posé sur l'armoire et elle remarque une sorte de nounours placé là avec un œil un peu bizarre. Un œil qui a plutôt l'air d'une caméra. Et malgré le fait que ça a l'air d'être ultra bien dissimulé, Sabrina l'a remarqué direct. Et du coup, Sabrina, elle va avoir ce bon move de ne pas paniquer. Elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Et pour elle, la priorité, c'est de pas montrer justement qu'elle a peur. Elle va donc dire à Arnaud où sont les toilettes. Arnaud va alors lui indiquer la direction des toilettes et la suivre. Heureusement, Sabrina rentrera dans les toilettes des femmes seule et c'est tant mieux et c'est même logique. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que Sabrina, quand elle a entendu ce petit bruit robotique provenant de l'œil de la peluche, elle a instinctivement remis sa et elle en a profité également pour coincer son téléphone dans sa Étant donc dans les toilettes, Sabrina explique qu'elle a tout de suite envoyé un message à son papa en lui indiquant qu'elle a besoin d'aide et qu'elle ne se sent pas en sécurité. Et son papa, devant venir la chercher pour 19h30, explique qu'il n'est pas très loin de l'adresse indiquée et qu'elle doit rester dans les toilettes le temps qu'il arrive. Sauf qu'à peine le message envoyé, la porte des toilettes des femmes s'ouvre et Arnaud fait son apparition. Sabrina étant dans une cabine de toilette, elle a pris soin de fermer à double tour et essaye de juste gagner du temps en disant qu'elle en a que pour très peu de temps. Arnaud explique alors qu'il va attendre là et qu'ensuite ils iront tous les deux finir leur shooting photo comme c'est prévu. Sabrina fait alors silence dans les toilettes en espérant que c'est elle qui est juste parano et qui a vraiment rien derrière. En quelques secondes, elle essaye de se dire qu'il n'est pas chelou, qu'elle a dû mal voir au niveau de l'œil de la peluche et que c'était pas une caméra. Bref, elle essaye de dédramatiser et de rationaliser surtout. C'est pas possible qu'un directeur d'agence de mannequinat puisse faire ça. Sauf qu'il ne faut pas plus longtemps avant qu'Arnaud tente de baisser la poignée pour ouvrir la porte des toilettes où se situe Sabrina. Sabrina comprend alors qu'Arnaud essaye de rentrer et commence à hurler. Alors oui, c'en est trop pour Sabrina qui a juste envie d'une chose, c'est de se casser de là. Arnaud va alors aussi élever la voix et indiquer à Sabrina de sortir de là tout de suite et qu'il a très envie de finir cette séance photo avec elle. Il va alors continuer à pousser la porte et pendant ce temps-là, Sabrina, elle, va continuer d'hurler de toutes ses forces. Ce à quoi Arnaud explique que ça sert à rien de crier car personne n'est là et qu'elle est donc à lui. Sabrina raconte qu'Arnaud a réussi à casser la serrure et s'est jeté sur Sabrina en voulant profiter d'elle. Sabrina explique qu'elle se souviendra toute sa vie des mains d'Arnaud se poser sur elle et que ça la dégoûte au plus haut point. Sabrina sait à ce moment-là qu'elle est en très mauvaise posture et qu'elle n'arrive à peine à se débattre. S'ensuit quelques coups portés à Arnaud mais rien n'y fait. Il essaye de profiter de Sabrina jusqu'à ce qu'il reçoit un énorme coup sur la tête. Oui, Arnaud va alors hurler de douleur suite à un énorme coup à la tête
donné par le père de Sabrina. Et effectivement, suite au message de Sabrina laissé quelques minutes plus tôt, il a compris qu'il fallait faire vite, très vite, et a donc décidé de prendre les devants et de rentrer de force dans les bureaux. Les cris de Sabrina l'ont aidé à savoir où elle se trouvait, et il a donc couru pour empêcher Arnaud de commettre l'irréparable. Le père de Sabrina a alors massacré Arnaud, et franchement c'est bien fait pour lui. Puis ensuite il est parti avec Sabrina dans la voiture. Mais attendez, car c'est pas fini. Le père de Sabrina a été à la première heure à l'agence le lendemain matin pour rencontrer le grand directeur. Et effectivement, crié au scandale. Et il y a de quoi. Sauf que, accrochez-vous bien, la personne que décrit le père de Sabrina ne correspond en aucun cas à un collaborateur de l'agence. Ce à quoi Sabrina et son père vont rester sur le cul et se demander qui peut être bien cette personne. Et au final, après des mois de recherche, Sabrina a décidé de laisser tomber l'affaire car aucune trace de cette personne. Alors vous imaginez le degré d'injustice dans ces cas-là où il y a eu agression, mais que la personne n'a finalement pas été retrouvée ni même condamnée pour ce qui a été fait. Bref, c'est injuste. Histoire très dure à mon avis à digérer pour Sabrina et sa famille, mais malheureusement j'ai souvent l'impression dans les threads d'horreur que ça se termine jamais bien. Bon, on va parler pour cette histoire d'un thème qui fait assez bien flipper en tant que maman. Papa, pardon. On va donc parler ici du cauchemar des parents, et je vous en dis pas plus, vous allez voir ça assez vite, parce qu'on va vite rentrer dans le sujet. Cette histoire, elle nous est présentée par Solène. C'est une Californienne de 34 ans qui travaille dans un cabinet dentaire. Elle fait ça depuis maintenant 7 ans, et ça se passe plutôt bien. Son travail est à environ 35 minutes de chez elle, ce qui est assez loin, mais pas le choix. Elle explique qu'avant, elle habitait bien plus proche du cabinet dentaire, mais qu'avec son mari, elle a dû déménager il y a 6 mois de ça. Qui l'oblige donc à faire un peu plus de route chaque jour. Et donc un jour, alors qu'elle est en train de travailler, Solène est contactée par la crèche. Sa fille est malade et elle doit aller la chercher au plus vite. Bon, c'est des choses qui arrivent, donc elle informe la direction et passe le relais à sa collègue, puis s'en va. Solène se rend alors sur le parking qui entoure le cabinet, elle monte dans sa voiture, puis se dirige vers la sortie. Tout à coup, lorsqu'elle roule sur le trottoir, entre la fin du parking et la route, elle est surprise par une personne qui déboule devant elle. Cette personne, c'est un homme, et il est arrivé à toute vitesse, à tel point que Solène n'a rien vu venir. Solène raconte alors qu'elle était à 2 doigts de l'écraser malgré le fait qu'elle faisait très attention. Mais bon, pour elle, c'est peut-être la panique de devoir aller chercher sa fille malade qui l'a fait accélérer un peu plus vite qu'il ne faut. Elle s'excuse donc auprès de l'homme et se sent vraiment bête. Et l'homme, qui a manqué de se faire écraser, lui, il est complètement énervé. Il a failli passer sous le capot, donc il commence à insulter Solène de tous les noms, et même à frapper sur le capot de sa voiture. Solène s'excuse de nouveau, mais l'homme reste bien une bonne minute devant sa voiture en refusant de la laisser passer. Solène a peur, donc elle remonte sa vitre et se fait toute petite dans sa voiture en espérant qu'il lâchera l'affaire. Mais malheureusement, il va pas lâcher l'affaire. Donc Solène va faire un move que je trouve plutôt malin, et vous m'en direz des nouvelles. Elle va ouvrir de nouveau sa fenêtre pour faire mine de parler de nouveau à cet homme. Et ça va marcher. L'homme va alors se diriger vers la fenêtre de sa voiture et c'est exactement ce que Solène attendait. Qu'il vienne sur le côté de la voiture pour profiter de partir. Solène profite donc que la voie est libre pour accélérer et prendre la route et partir chercher enfin sa fille. Une fois la menace derrière elle, elle repense de plus en plus à ce qui s'est passé. L'événement l'a évidemment choquée, mais surtout, elle se dit vraiment qu'elle n'allait pas si vite que ça en fait. Et elle commence à croire que l'homme a juste cherché à provoquer un accident pour éventuellement lui demander de l'argent en retour. Et c'est vrai que ce genre d'arnaque existe, mais généralement la personne fait mine de s'être cassé quelque chose. Bref, Solène continue sa route et appelle donc son mari pour lui dire qu'elle va chercher leur fille à la crèche et lui raconter un peu ce qui vient d'arriver. Elle a besoin de décharger ce qu'elle a vécu. Bref, ils discutent, rien d'important à signaler et ils raccrochent tous les deux. Solène, au bout de 30 minutes de route, arrive devant la crèche et cherche une place sur le parking pour se garer. Sauf que pas de bol, il n'y a plus de place et doit donc se garer un peu plus loin dans une rue. Elle se gare puis va en direction de la crèche chercher sa fille. Et alors qu'elle tient sa fille sur elle jusqu'à rejoindre sa voiture, elle entend une voiture ralentir à son niveau. Et comme il n'y a pas de place dans la rue, c'est peut-être une personne qui attend que Solène s'en aille pour prendre sa place. Mais non, Solène, elle doit encore marcher une 50aine de mètres avant d'arriver à sa voiture, donc elle fait signe à la voiture qu'elle ne part pas. Sauf que la voiture continue de rouler à la même allure qu'elle, et évidemment Solène, elle a un peu peur, car vu ce qui s'est passé tout à l'heure, disons qu'elle n'est pas en full confiance dans sa tête. Et surtout avec sa fille maintenant dans les bras. Solène décide donc de faire mine de rien et d'installer sa fille dans sa voiture. Au moins elle sera en sécurité et elle verra si la voiture continue de rester là. Elle installe donc sa fille, puis en fermant la porte, eh bien pas de chance. La voiture est encore là, parallèle à sa voiture. Ce qui, nous explique Solène, va la bloquer certainement pour partir. Elle remarque que les vitres avant de la voiture sont teintées et elle décide, de toute façon elle n'a pas le choix, de toquer à la fenêtre de la voiture pour demander de bouger car elle doit absolument partir. Sauf qu'arrivée à la portière passager de la voiture, elle entend le conducteur ouvrir la porte. Et là, quelqu'un sort. Ce quelqu'un, c'est évidemment l'homme avec qui elle a eu une altercation tout à l'heure. Solène demande tout de même s'il peut décaler gentiment sa voiture, car elle est avec sa fille malade. Et là, l'homme va alors lui répondre
non, cette fois-ci, tu ne partiras pas. Solène est tétanisée à entendre ça et sent que c'est pas bon pour elle. Elle remarque ensuite que l'homme, en se dirigeant vers elle, met sa main dans sa poche pour y sortir quelque chose. Solène remarque que l'homme sort un couteau et elle explique qu'au lieu de s'échapper, elle décide de rester là. Elle reste là car elle n'oublie pas que sa fille est dans la voiture et elle veut tout faire pour la protéger. L'homme s'approche donc de Solène en sortant son couteau et fait mine de frapper. Solène se recroqueville par terre en acceptant son destin, sauf qu'elle ne reçoit bizarrement aucun coup. En réalité, elle entend des bruits métalliques sur sa voiture. Ça lui fait mal aux oreilles, donc elle met la main sur ses oreilles. Et puis, elle lève les yeux en direction de l'homme. Il est bien entendu en train de bousiller toute la portière de sa voiture. Entre-temps, elle entend brièvement cet homme prôner de nombreuses insultes à son égard et elle prie juste pour que sa fille ne se rende pas compte de ce qui est en train de se passer. Solène va alors constater que cet homme fait le tour de la voiture et se dirige vers le côté passager, là où il y a sa petite fille derrière. Solène en profite donc pour se relever rapidement et monter dans sa voiture. Elle y arrive, puis appuie sur la centralisation de la voiture pour fermer toutes les portes. Dans la panique, elle appuie sur le klaxon pendant de longues secondes en espérant que quelqu'un vienne l'aider. Car je le rappelle, mais elle est toujours bloquée par la voiture de cet homme. Là, elle est juste enfermée dans sa voiture avec sa fille, un peu plus en sécurité que tout à l'heure. Et heureusement pour Solène, un policier en civil va alors passer par là et pointer son arme en direction de cet homme. Cet homme va alors arrêter au plus grand soulagement de Solène et de sa fille par la même occasion. Et Solène va expliquer que cet homme est déjà connu des services de police, notamment pour arnaque et violence en lieu public. Solène va alors constater les dégâts sur sa voiture et tout ça, ça va lui faire froid dans le dos. Sur sa voiture, il y a écrit des mots d'oiseaux que je pourrais même pas dire sur cette chaîne. Bref, Solène finit son thread en expliquant qu'elle a eu tellement peur pour sa vie, ainsi que celle de sa fille. Mais qu'heureusement, il y a beaucoup de policiers dans cette région et ça lui a permis de s'en sortir. Car qui sait ce qui aurait pu se passer si le policier en civil n'était pas intervenu. Bon, et du coup maintenant je vous propose d'enchaîner avec une quatrième histoire, et c'est une histoire que j'ai déjà racontée sur la chaîne au tout début, et que j'aimais vraiment bien. J'ai envie de vous la refaire, en version 2025, je pense que je l'avais fait début 2023. Donc du coup pour cette histoire on va parler d'Hugo. C'est un jeune homme tranquille qui vit dans une famille très aisée. Il vient tout juste de passer son permis et son père lui a offert une BMW M3. Alors pour ceux qui sont pas spécialistes en voiture comme moi, c'est une voiture très puissante qui coûte autour de 120 000 €. Ah oui, je vous l'ai pas dit mais je vous le dis maintenant, la famille d'Hugo, on va dire qu'elle a vraiment les moyens de se payer ça. Ils habitent dans la ville d'Évreux, en Normandie, dans une grande propriété. Hugo c'est un peu un enfant gâté, mais il y a un meilleur ami qui est fils de cordonnier. Donc, il n'a aucun préjugé. D'ailleurs, même pour sortir, au lieu d'aller dans des clubs un peu chics, il préfère aller dans des endroits moins bourgeois, même parfois un peu limite. Ça lui donne un peu cette impression d'être un gangster. Et du coup, il va régulièrement avec son meilleur ami dans une boîte qui s'appelle l'Apocalypse. C'est un endroit qui a plutôt mauvaise réputation et où il y a souvent des bagarres. D'ailleurs, son meilleur ami n'est pas du tout fan de ce lieu. Mais Hugo aime pouvoir dire qu'il va dans un endroit qui a mauvaise réputation. Ça lui donne une sorte de crédibilité de bad boy dans son milieu assez aisé. Ça va être un sacré personnage quand même, ce Hugo. Ce samedi soir, Hugo et son meilleur ami Salif vont encore une fois dans cette boîte. Jusqu'à présent, c'était Hugo qui payait un Uber pour y aller. La boîte se trouve perdue au milieu des bois. Il faut faire 30 minutes de route entre les champs et la forêt pour y arriver. Donc c'est très bien pour pas déranger les voisins, étant donné qu'il n'y en a aucun. Mais pour y aller, c'est véhicule obligatoire. Et ce soir, Hugo va pouvoir y aller avec sa M3 toute neuve. Il se dit que ça va impressionner sur le parking de la boîte, et tant mieux, ça va attirer plein de filles. Ils débarquent donc là-bas, prennent une bouteille et s'installent à une table. La soirée se passe à peu près normalement, ils boivent, ils dansent, mais Hugo a une discussion animée avec deux hommes au sujet d'une fille qu'il était en train de draguer, tout simplement sur la piste de danse. Salif vient s'en mêler et la discussion est de moins en moins sympathique, au point qu'un des videurs vient remettre de l'ordre dans tout ça. Une fois qu'ils sont séparés, le videur dit à Hugo qu'il ferait mieux de partir, car les personnes avec qui il s'est accroché sont réputées dans le coin pour être assez violents. Hugo et Salif ne sont pas idiots, ils savent bien que se battre n'était pas leur spécialité. Ils décident donc de partir et ils sortent de la boîte et se dirigent vers la voiture d'Hugo. Sauf que lorsqu'ils se dirigent vers la voiture d'Hugo, ils entendent quelqu'un derrière eux les appeler. Ce sont les mêmes qu'à l'intérieur, sauf que cette fois, ils sont 6 et se dirigent vers les deux garçons en les insultant de tous les noms. Ils montent alors rapidement dans la voiture et démarrent aussi rapidement que possible. D'ailleurs, le parking étant recouvert de gravier, Hugo a du mal à contrôler sa voiture et manque déjà d'avoir un accident avant même de sortir du parking. Mais finalement, ils prennent la route. Hugo, qui est parti comme une flèche, va très rapidement se calmer sur la vitesse. La voiture est si puissante qu'il se fait des frayeurs. Les routes sont étroites, pleines de virages, pas éclairées. Plutôt qu'avoir un accident, il ralentit. Mais après quelques minutes, il aperçoit des phares derrière lui. Deux voitures qui arrivent à toute vitesse. Il décide donc d'accélérer de nouveau, mais son niveau de conduite ne lui permet pas de les semer. Il n'a son permis que depuis 3 jours et il conduit un bolide dans le noir sur des routes horribles.
donc difficile de lui en vouloir. Les phares se rapprochent de plus en plus et ils commencent à paniquer. Ils se demandent comment faire pour semer leurs poursuivants. Ils savent qu'ils en ont pour un moment avant de croiser une ville et même des gens, donc rien à espérer de ce côté-là. Et puis dans la panique, Hugo fait quelque chose d'idiot. Au lieu de dire à Salif d'appeler la gendarmerie, il quitte la route des yeux pour attraper son téléphone portable. Cette seconde d'inattention suffit pour qu'il puisse ne pas prendre le virage devant lui. La voiture sort de la route, traverse un champ et finit sa course dans la rivière. Ah oui, quand on vous dit de pas prendre le téléphone au volant, voici ce que ça donne quand on le fait. Bon, la rivière, elle est très peu profonde, mais pleine de grosses pierres qui les arrête net. Le choc déclenche donc les airbags de la voiture, ce qui sonne les passagers, du coup Hugo et Salif. Alors j'espère pour vous que vous n'avez jamais été dans une voiture dont les airbags se déclenchent, mais si c'est le cas, vous savez qu'entre le choc des coussins et le bruit de l'explosion, il faut un moment pour retrouver complètement ses esprits. Salif et Hugo sont sonnés au point de voir deux lumières qui semblent flotter au-dessus de la rivière. Ils comprennent pas trop ce qui se passe, puis entendent des voix. Récupérant un peu de lucidité, ils s'aperçoivent que ces lumières sont des lampes frontales et qu'en fait, il y a tout bonnement deux hommes avec de grandes bottes en caoutchouc qui courent vers eux. Ces deux hommes, ce sont Jean-Louis et Mathias, un père et son fils qui s'offraient une partie de pêche nocturne avant l'incident. Ils se précipitent alors vers la voiture et aident les jeunes gens à s'en sortir. Aucun des deux, entre Hugo et Salif, ne semble grièvement blessé, mais on sait jamais. Avant qu'ils puissent vérifier, il y a deux voitures qui s'arrêtent de l'autre côté du champ et 5 hommes en descendent. Salif explique rapidement qu'ils sont poursuivis et que c'est pour ça qu'ils ont eu un accident. Le fils du pêcheur, Mathias, repart donc en courant vers leur camp provisoire pendant que le père, Jean-Louis, va demander aux nouveaux arrivants ce qu'ils viennent faire ici. Mais tout de suite, il reçoit des insultes en retour. Et ils lui disent de s'en aller s'il ne veut pas avoir de problème comme Hugo et Salif. Sauf que Jean-Louis, c'est un gaillard solide et qui ne compte pas se laisser intimider par quelques jeunes qui jouent les durs. Du coup, il se met devant eux et leur dit qu'il ferait mieux de partir d'ici. Hugo et Salif sont à la fois reconnaissants mais surtout très inquiets pour l'homme qui se tient entre eux et, on va dire, un futur qui ne leur fait pas du tout envie. Les jeunes qui viennent d'arriver donc continuent à menacer Jean-Louis et Hugo et Salif par la même occasion, et l'un d'entre eux va même sortir un couteau. Là, les choses deviennent sérieuses, voire même très sérieuses. C'est maintenant des vies qui sont en jeu et chacun semble figé. Et alors que celui qui tient le couteau s'approche, un coup de feu assourdissant retentit. Mathias est revenu de leur camp et ils sont pas juste pêcheurs, en fait ils sont aussi chasseurs. Et quand ils pêchent la nuit en pleine nature, ils se méfient des sangliers qui sont imprévisibles et même dangereux. Du coup, ils prennent avec eux des fusils. Voyant quelqu'un s'approcher de son père avec un couteau, Mathias a donc tiré en l'air. Mais maintenant, il pointe le porteur de couteau. Là, les poursuivants sont clairement refroidis, ils n'osent plus vraiment bouger et leur père leur dit maintenant de partir avant qu'il appelle la gendarmerie. Et après quelques secondes, ils remontent tous en voiture et repartent. La gendarmerie arrive 40 minutes plus tard et finalement les poursuivants ne seront jamais identifiés. Les parents d'Hugo ont insisté pour récompenser ceux qui ont sauvé leur fils, mais Jean-Louis a refusé. En revanche, Hugo et Salif sont devenus amis par la suite avec Mathias. Et aujourd'hui, ils passent plus de temps dans la nature qu'en boîte de nuit. Alors j'avoue, c'est une histoire qui aurait pu très mal se terminer, mais heureusement pour Hugo et Salif, la chance était cette fois-ci de leur côté.